rendez-vous de l'économie sur i24 News. Bienvenue à tous. Au sommaire de cette édition, non, la lutte contre le réchauffement climatique n'est pas un frein à la croissance mondiale. Nous ferons le point dans un instant sur les conclusions des experts du climat. Une action forte contre les gaz à effet de serre ne fera perdre que 0,06 points, disent-ils, à la croissance de la planète. Détails et analyses dans un instant. Et puis comme en écho à cet appel, nous prendrons la direction de la Tunisie. Là-bas, les autorités, vous le verrez, revoient leur copie, leur stratégie énergétique. C'est le gisement du solaire qui attire les convoitises, y compris celle de l'Europe. Gros plan tout à l'heure sur le potentiel économique de cette option écolo. Voilà pour les titres, merci d'être avec nous. L'essentiel de l'actualité économique en bref pour commencer avec un indicateur clé. D'abord celui de l'activité manufacturière en Chine. L'indice PMI définitif de HSBC ressort en octobre à 50,4 contre 50,2 en septembre. C'est toujours au-dessus de la barre des 50, synonyme donc de croissance, mais une croissance en perte de vitesse, que ce soit au niveau des exportations ou bien des commandes sur le marché intérieur. Le niveau de production est à son plus bas en 5 mois. Et à noter que pour la zone euro, ce même indice PMI Market s'établit à 50,6 pour octobre, mieux qu'en septembre, 50,3. La France, elle, affiche une nouvelle contraction à 48,5 dans un contexte, une fois de plus, de faible croissance et faible inflation. Est-ce pour se consoler de l'échec de sa fusion avec Omnicom? Publicis, numéro 3 mondial de la publicité, annonce ce lundi l'acquisition d'un autre américain, Sapiens, spécialiste du marketing et de la communication numérique. Alors 3,7 milliards de dollars pour une OPA approuvée par les deux parties. Avec cet achat, le groupe français réalise son objectif, 50% des revenus issus du numérique. Sapiens emploie 12 000 salariés pour un chiffre d'affaires de 1,36 milliard de dollars par an et son poids en bourse frôle les 2,5 milliards de dollars. L'action Publicis, elle, perdait 3% peu après cette annonce. Et en France, c'est une déception au sortir d'un mondial de l'automobile haut en couleur. On se rappelle, c'était le mois dernier à Paris. Pas d'effet mondial pour les immatriculations qui reculent dans l'Hexagone de 3,8% en octobre. 160 000 voitures neuves écoulées. Alors les marques françaises et étrangères sont affectées. Les Français ont tendance à reporter leurs achats en cette période de risque de déflation. Mais sur les 9 premiers mois de l'année, on reste sur une tendance haussière, plus 1,4% par rapport à la même période en 2013. Et toujours en France, cette décision en forme de cadeau fiscal du gouvernement, exonéré de toute taxe et impôt l'UEFA qui regroupe les fédérations européennes de football, ainsi que l'ensemble de ses filiales chargées d'organiser l'Euro 2016 en France. Le tout à l'heure même où le gouvernement cherche à faire des économies. Nous sommes en ligne avec Michel Gonstein, journaliste à France 2 et membre de la Fédération française de football. Bonjour. Bonjour. Alors des avantages fiscaux qui se justifient d'après le gouvernement par les retombées économiques que devrait générer cette Coupe d'Europe des Nations pour la France. On parle de 900 millions d'euros environ. C'est un argument qui vous convainc ? Oui, tout à fait. Je pense que de toute façon l'organisation de l'Euro est une très bonne chose pour la France. Parce que ça va permettre de construire des stades qui sont opérationnels, car on a un vrai problème à l'heure actuelle en ce qui concerne certains stades. Donc ça va dynamiser ces constructions et en tout cas ça sera une excellente chose aussi sur le plan sportif. Ouais, alors pour ces dossiers, c'est l'UEFA qui fixe en amont les règles du jeu pour les pays candidats à l'organisation. La France n'a pas le choix finalement. Si elle veut organiser ce type d'événement, il faut se plier à ces règles. Pas de taxes, pas d'impôts. Oui, il faut effectivement suivre les règles qui ont été imposées par l'UEFA. Mais pour l'instant, la Fédération française de football travaille dans ce sens. Ça va lui permettre aussi de pouvoir avoir autour d'elle vraiment le peuple français et avoir surtout une possibilité de faire des actions dans le sens que l'on va avoir en ce qui concerne le football de masse, le football de jeunes. C'est une excellente initiative en tout cas. Ouais. Et vous ne pensez pas que ça va entretenir un petit peu cette idée dans l'inconscient collectif français que finalement le football reste un petit peu une case à part, une case de privilégiés ? Ah oui, tout à fait. Ça va effectivement permettre de privilégier certaines actions, permettre de pouvoir faire des actions déjà aussi dans les écoles, faire des actions autour des villes, promouvoir les villes, promouvoir aussi le tourisme et promouvoir les infrastructures, comme je le disais tout à l'heure, qui sont des infrastructures qui sont
Merci Michel Goldstein pour toutes ces précisions. Et puis un mot de l'industrie du tourisme spatial. 3 jours après le crash mortel de l'avion suborbital de la Virgin Galactic, une industrie qui, malgré ce drame, ce revers, veut continuer à aller de l'avant. Virgin Galactic compte déjà plus de 600 clients pour des voyages aux frontières de l'espace à 250 000 $ le billet. On écoute le patron de la firme, Richard Branson. Repousser les limites de la connaissance et des possibilités va de pair avec des risques inévitables. En testant les limites de la capacité humaine et des technologies, nous nous tenons sur des épaules de géants. Nous avons échoué de peu hier. Nous allons maintenant évaluer le pourquoi de l'accident. Nous sommes déterminés à apprendre de cet échec et à avancer ensemble, en tant qu'amis et en tant qu'entreprise. Le premier dossier du jour, concilier l'urgence environnementale avec les impératifs de croissance mondiale. C'est possible et c'est le message des experts du climat du GIEC, réunis à Copenhague le week-end dernier. Pour eux, c'est le moment d'agir pour réduire de 40 à 70% les gaz à effet de serre d'ici 2050. Ils affirment que ce tournant énergétique n'affecterait que dans une part infime le taux de croissance de la planète. Les détails avec Éric Verdugo. Combiner croissance mondiale et lutte contre le réchauffement de la planète. C'était le défi des experts du climat réunis dimanche à Copenhague. Aujourd'hui, nous pouvons mesurer la hausse des températures, la montée des mers, l'augmentation de nos factures d'assurance. Demain, nous devrons mesurer notre dette croissante pour les générations futures. Le groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat l'affirme. Les efforts de réduction des gaz à effet de serre ne feraient baisser que de 0,06 points le taux mondial de croissance estimé entre 1,6 et 3% par an au cours du siècle en cours. Leur étude explique donc qu'il faut agir vite et bien. Le monde souterrain brûle en même temps que les combustibles fossiles. Nous pouvons arrêter le feu ou nous pouvons nous jeter à la mer. La première solution nécessite beaucoup d'argent. La seconde semble gratuite, mais ne l'est pas. Agir vite pour que le seuil maximum de ces 2 degrés de hausse globale des températures fixé par la communauté internationale ne soit dépassé. Agir bien pour que les solutions ne soient pas trop coûteuses. C'était aussi les mots de Ban Ki-moon en septembre dernier lors du sommet de l'ONU sur le climat. Le changement climatique présente un risque pour les entreprises et les marchés financiers du monde entier. Il menace notre solidité financière et nos efforts pour réduire la pauvreté et soutenir une croissance économique durable. Améliorer l'efficacité énergétique, limiter la déforestation, privilégier les énergies renouvelables, autant de mesures qui permettront de garder le cap de ces 2 degrés. Les gaz à effet de serre pourraient ainsi être réduits de 40 à 70% entre 2010 et 2050, puis complètement disparaître d'ici 2100. Mais une prise de conscience mondiale est nécessaire. Or aujourd'hui, c'est nous-mêmes qui mettons en danger la planète, c'est nous-mêmes qui devons régler ce que nous avons nous-mêmes créé, et notamment les pays en développement. Selon le rapport, entretenir le modèle urbain actuel coûtera 90 000 milliards de dollars sur les 15 prochaines années, soit 6 000 milliards de dollars par an pour maintenir à l'échelle de la planète la consommation en carbone, le réseau de transport et la distribution d'eau et d'électricité. Voilà, alors quelle solution face au risque du réchauffement? Eh bien, les options ne manquent pas en matière d'énergie renouvelable. On va en parler avec un expert de l'énergie solaire, Eliakim Cassel, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur commercial pour Solaris Énergie. Alors aujourd'hui, la question qu'on se pose, c'est est-ce que ce type d'énergie, le solaire, peut sérieusement se substituer pour une part importante aux énergies fossiles sans entraver la bonne marche, entre guillemets, de la croissance mondiale, de l'économie mondiale? Écoutez, à côté de l'énergie solaire, pour que la contribution soit grande à l'économie mondiale, il faut encore 2 choses. Il faut le stockage de l'énergie solaire et le transport. Si on arrive à rajouter ces 2 éléments, il n'y a pas de raison que l'énergie solaire ne soit pas un pourcentage important de la production d'énergie mondiale. Donc c'est une énergie qui est vraiment efficace et rentable à court terme, à condition, vous dites, de la stocker, de la cheminer. Voilà. Ouais. Et quelles sont les contraintes, les délais peut-être d'installation et de mise en service? C'est ça les contraintes aujourd'hui du solaire? Écoutez, l'acheminement, c'est comme les routes et les autoroutes. Donc, c'est des infrastructures à créer. C'est pour ça que de plus en plus de pays essaient d'encourager la consommation locale proche de la production de l'énergie solaire. Mais pour donner une solution mondiale,
il faut donc être capable effectivement d'avoir des grands centres sur des très grandes surfaces, dans les déserts, etc., et l'amener dans les villes. Dans les déserts, on ne peut pas faire la production locale. Ouais, donc c'est ça le challenge. Et d'après vous, depuis votre position, est-ce que le solaire peut, à long terme, et puis avec les avancées aussi technologiques, eh bien subvenir aux besoins énergétiques de la planète, ou bien il doit, de toute façon, être accompagné, vous l'avez dit, un petit peu d'autres types d'énergie en parallèle? Écoutez, la recherche, par exemple, en stockage d'énergie, fait des progrès constamment. Donc, à moyen terme, certainement, il y aura des solutions viables de manière économique. Ouais, et qu'est-ce qui entrave, à votre avis, l'avancée de ces technologies, enfin, en tout cas de cette énergie solaire, en termes de part de marché? Toujours, c'est le prix comparé au prix donc, de l'énergie fossile. Le moteur de toute décision économique, c'est sa rentabilité. Ouais, donc optimiser cette rentabilité. Et quand vous observez la demande, l'évolution peut-être des commandes de cette technologie, vous sentez qu'il y a aujourd'hui une vraie volonté, y compris peut-être au plus haut niveau, d'opérer ce virage vers des énergies propres, plus qu'hier peut-être? Écoutez, dire dans les plus hauts niveaux, c'est difficile parce qu'effectivement, les décisions politiques souvent ne sont pas la même que les gens qui s'intéressent à la technologie. Mais il y a une grande, je dirais, un grand attrait auprès de beaucoup de populations dans beaucoup de pays, et peut-être à la fin, ça va aussi influencer les dirigeants politiques. Ouais, une impulsion du politique. Alors on va parler dans un instant du cas de la Tunisie qui mise sur le solaire elle aussi. Il y a une vraie coopération au niveau mondial pour ces technologies. Et est-ce que le savoir-faire israélien que vous connaissez bien, il trouve preneur à l'extérieur? Écoutez, en énergie solaire, donc le savoir-faire israélien est particulièrement fort dans tout ce qui est solaire thermique. Par contre, pour ce qui est le photovoltaïque, ce sont d'autres pays qui sont leaders. Merci, un bel avenir en tout cas pour ces énergies renouvelables. Merci beaucoup Eliakim Kassel pour toutes ces explications. Alors justement, la semaine dernière, nous vous parlions des investissements de l'Arabie Saoudite dans le solaire. Cette fois, on va se rendre au Maghreb, dans un pays où il n'y a finalement que peu de pétrole. La Tunisie veut assurer sa sécurité énergétique et l'abondance de soleil lui permet même de se révéler en puissance exportatrice. Du coup, c'est peut-être sous le soleil tunisien que sera produite très bientôt l'électricité de millions d'Européens. Les détails avec Anthony Lesme. Réduire la dépendance énergétique grâce à l'énergie solaire, c'est l'objectif d'un nouveau projet appelé TUNUR. Une usine située dans le Sahara tunisien pourrait fournir de l'électricité à des millions de foyers européens d'ici 2018. À notre avis, cela permettra l'ouverture d'un nouveau corridor énergétique qui pourrait être le premier de nombreux projets. Et nous pourrions progressivement décarboniser le réseau européen en utilisant l'énergie du désert pour alimenter l'Europe en courant continu grâce aux câbles haute tension. L'électricité sera transmise de la côte tunisienne vers un point d'interconnexion en Italie via un câble sous-marin. L'énergie pourra ensuite être dispatchée dans toute l'Europe. Plus de 10 millions d'euros d'investissement ont déjà été consacrés. L'investisseur en énergie renouvelable low carbone, le développeur Nour Énergie Solaire et des investisseurs tunisiens se sont associés pour l'élaboration du projet qui devrait être mis en ligne en 2018. La technologie qu'on peut déployer dans le désert est basée sur l'énergie renouvelable. Cela veut dire qu'on peut réellement remplacer les centrales à combustible fossile parce que nous pouvons générer une énergie 24 heures sur 24 utilisant l'énergie solaire. Une vaste gamme de miroirs sur 10 000 hectares permettra de suivre et de refléter les rayons du soleil sur une chaudière au sommet d'une tour centrale. De l'eau ou du sel fondu à l'intérieur de la chaudière sera chauffé à environ 550 degrés à travers la pompe de vapeur vers une turbine pour produire de l'électricité. Kevin Sarah croit que le projet TUNUR contribuera à la stabilité du pays en fournissant un coup de pouce aux entreprises locales, tout en luttant contre la cause fondamentale de la révolution tunisienne, le manque d'emploi. La plupart de ces équipements peuvent être fabriqués par des sociétés locales tunisiennes, ce qui créera des emplois et des possibilités d'emploi pour la jeunesse tunisienne. L'un des problèmes que le pays a eu, qui est l'une des causes de la révolution, est qu'il n'y a pas de croissance suffisante et suffisamment d'emplois créés. Nous espérons donc être en mesure de contribuer à cela par notre projet. Faire du soleil une richesse, c'est bientôt le cas au Maroc, où la première centrale thermosolaire entrera en fonction en 2015. Un vaste projet de 7 milliards d'euros pour une production gigantesque de 2000 MW d'ici 2020.
La Tunisie semble donc emboîter le pas et pourrait réduire la dépendance énergétique de l'Europe avec les pays du Golfe et la Russie. Voilà une tendance qui pourrait peut-être accentuer un peu plus la baisse des cours du pétrole, à vérifier tout de même. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Économie Le Mag revient demain sur i24 News avec notamment le jugement des Américains sur le bilan économique de Barack Obama. Les élections de mi-mandat, ce sera mardi soir et l'information continue d'ici là. Restez avec nous.